Bonjour, je m'appelle Dr Malina Oual Sabra de l'Université libanaise. C'est le cours d'électrotechnique. Je vais le commencer par quelques rappels sur les circuits électriques qu'on va utiliser plus tard dans ce cours. Pour commencer, c'est les récepteurs électriques linéaires. Là, nous avons les expressions de la tension par rapport au courant dans la résistance, la bobine et le condensateur. Ici, nous allons travailler avec un courant alternatif en régime continu et donc un courant qui est sinusoïdal et une tension qui est sinusoïdale. Nous avons les expressions de la tension par rapport au courant U égale RI pour une résistance, pour une inductance U égale LDI sur dt et pour un condensateur c'est I égale CdU sur dt. Donc, nous avons une tension. La tension dans l'électrotechnique va être la référence. C'est parce que dans les installations électriques, nous avons une tension qui est fixe et un courant qui va dépendre de l'installation et de la charge. Et donc, V égale V majuscule racine de 2 cosinus oméga t, où V majuscule est la valeur efficace. Pour une résistance pure, nous constatons qu'il n'y a pas de déphasage. Pour une inductance, nous voyons que le courant est déphasé de moins pi sur 2 par rapport à la tension, donc il est en retard de pi sur 2. Et pour le condensateur, le courant est en avance de plus pi sur 2 par rapport à la tension. En résumant, nous pouvons dire que le courant I égale grand I racine de 2 cosinus oméga t moins phi, avec phi égale à 0 dans le cas d'une résistance pure, phi égale à plus pi sur 2 dans le cas d'une inductance pure et phi égale moins pi sur 2 dans le cas d'un condensateur pur. Il faut noter que l'angle phi, c'est l'angle que la tension fait avec le courant. C'est aussi l'angle de l'impédance ou bien l'angle de la charge qui est ici. Quelle est la différence entre une valeur moyenne et une valeur efficace? La valeur moyenne, c'est la valeur mathématique des valeurs. Et donc, pour une sinusoïdale, la valeur moyenne est nulle. Tandis que la valeur efficace, c'est une valeur qui va nous donner pour un signal sinusoïdal une valeur qui est proportionnelle à l'amplitude et elle est aussi proportionnelle à la puissance consommée par le circuit. Mathématiquement, elle est le racine carrée de la moyenne du carré ou bien la moyenne de la valeur absolue du signal. En revenant sur un signal sinusoïdal, nous pouvons voir que le signal est défini par trois valeurs principales. La pulsation, qui est aussi représentée soit par la fréquence, soit par la période. La phase à l'origine, ou bien le déphasage, qui va nous définir le déphasage entre différentes grandeurs. Et l'amplitude, qui est soit une valeur maximale, soit une valeur efficace. Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'une notation différente? Nous allons voir si nous sommes en train de travailler avec des sinusoïdales et des cosinus et des intégrales, que si on a un circuit qui est assez compliqué, comprenant assez d'éléments, nous allons se trouver avec une équation différentielle d'un ordre très élevé. Et donc le calcul sera fastidieux, un calcul sera difficile. C'est pour cela si nous pouvons de ce signal qui est sinusoïdal, au lieu de prendre tout le signal, ne prendre que quelques points significatifs et linéariser ce calcul, nous pouvons avoir un calcul beaucoup plus simple pour résoudre des signaux très complexes. Je rappelle que ici, nous n'allons pas travailler dans la phase transitoire, nous allons travailler seulement dans la phase permanente, donc dans un signal sinusoïdal. Et comme nous voyons de voir que le signal sinusoïdal est représenté par seulement trois valeurs, il nous est possible de songer à une solution. Et donc, nous allons regarder la solution des chiffres complexes. Mais les chiffres complexes, comme nous pouvons voir ici, sont représentés par deux grandeurs. Soit la partie réelle et la partie imaginaire, soit le module et la phase. Nous allons plutôt regarder le côté module et phase parce que nous avons dans notre signal sinusoïdal un module et une phase. Mais nous avons aussi la pulsation. Si je regarde bien dans mon signal sinusoïdal, la pulsation ne change pas. Elle ne peut pas changer dans un même circuit. Physiquement,
pratiquement elle ne change jamais. C'est pour cela que je peux la mettre de côté, ne pas la faire rentrer dans les calculs et utiliser uniquement le module ou l'amplitude. Et la phase, c'est le déphasage des signaux l'un par rapport à l'autre pour représenter mes signaux sinusoïdaux par des chiffres complexes. Mais ça, c'est applicable uniquement pour le régime permanent. Ici, nous avons un exemple. Donc, si je représente ici une tension et un courant, le courant est déphasé d'un angle phi par rapport à la tension, je peux voir dans l'axe réel imaginaire que la tension a une phase égale à 0, donc la tension est pratiquement sur l'axe des réels. Et le courant est déphasé d'un angle phi par rapport à la tension. Ici, le courant est en arrière par rapport à la tension. Je vois bien ici que le courant est aussi en arrière par rapport à la tension en regardant le sens positif des angles. Application au dipôle linéaire commun, notion d'impédance. Et donc, si j'ai une tension U égale grand U racine de 2 sinus oméga t, dans une bobine, le courant va devenir U divisé par L oméga racine de 2 sinus oméga t moins phi. Et donc, j'ai ici la valeur de l'amplitude du courant, mais aussi j'ai la valeur du déphasage. Si je regarde aussi la tension, je vois que U est la valeur efficace parce que la valeur maximale qui est écrite ici, c'est U racine de 2. Et donc ici, nous sommes en train de prendre comme référence la valeur efficace de la tension et du courant et non pas la valeur maximale. Donc, dans cette expression-là, si je regarde la notation complexe, j'ai I complexe égale U divisé par L oméga, qui est le module de la valeur efficace du courant, avec un E égale moins J pi sur 2, et donc un déphasage de moins pi sur 2 du courant par rapport à la tension, égale U complexe divisé par JL oméga. Et donc JL oméga, c'est l'impédance de la bobine, et l'expression égale U égale JL oméga multiplié par I. Et donc la relation U égale LDI sur dt en termes temporels a pour équivalent dans les chiffres complexes l'expression U égale JL oméga I. De même, pour un condensateur, comme on écrit I égale C du sur dt, et donc l'expression va être I égale JC oméga U, ou bien U égale I divisé par JC oméga, et aussi 1 sur JC oméga sera l'impédance du condensateur. De façon graphique, nous allons voir ici que si j'ai une résistance dans le plan des complexes, U et I sont sans déphasage, donc ils sont tous sur l'axe des réels. Et l'expression de l'impédance U égale RI, R est l'impédance de la résistance. Si j'ai une bobine, j'ai le courant déphasé en retard d'un angle de pi sur 2. Et dans l'expression U égale JL oméga I, JL oméga étant l'expression de l'impédance de la bobine. Pour le condensateur, j'ai I qui est plus pi sur 2 par rapport à la tension. Et donc j'ai U égale 1 sur JC oméga I, 1 sur JC oméga étant l'impédance du condensateur. Donc nous résumons. L'impédance complexe Z égale U sur I, son module est Z, l'unité de l'impédance est l'ohm, l'admittance, elle est l'inverse de l'impédance, son module est Y et l'unité est Siemens. En écrivant Z égale R plus JX qu'on va utiliser nous dans nos calculs, R représente la résistance série de l'impédance et X sa réactance série, c'est parce qu'ils sont en train d'être ajoutés l'un à l'autre. De même, en écrivant Y égale 1 sur R plus 1 sur JX, R va représenter la résistance parallèle de l'impédance et X sa réactance parallèle. Il faut d'abord noter que les valeurs ici de R et X dans cette expression ne sont pas les mêmes que R et X dans l'expression de Z pour le même circuit, donc ce sont des représentations. X représente la réactance et donc elle est l'impédance de soit L, soit C, soit une combinaison des deux. De forme générale, on l'appelle la réactance. Et l'admittance est plutôt utilisée dans les calculs des réseaux électriques
tandis que nous allons plutôt utiliser l'impédance dans nos calculs. Comme nous avons une impédance, elle va avoir des calculs ou des formes de calcul très similaires aux formes des circuits qu'on connaît déjà, des circuits résistifs, mais à condition que nous prenons l'impédance entière et donc la valeur complexe du chiffre. Et donc, je ne peux pas faire ça pour la résistance toute seule, ni pour l'inductance toute seule ou la réactance toute seule. Donc, pour deux éléments en série, j'ai Z équivalente égale Z1 plus Z2. Pour deux éléments en parallèle, j'ai 1 sur Z équivalent égale 1 sur Z1 plus 1 sur Z2. Si j'ai plusieurs éléments, plus 1 sur Z3, ou bien la valeur qui est uniquement pour deux éléments en parallèle, c'est Z1, Z2 divisé par leur somme. Ici, nous pouvons voir les dipôles inductifs et capacitifs. Et donc, nous sommes en train un peu de s'éloigner d'une inductance pure et d'un condensateur pur. C'est une inductance réelle avec une résistance soit parallèle, soit en série. Dans les deux cas, j'ai un courant qui est décalé en arrière, mais il n'est pas de moins pi sur 2, ça dépend des valeurs. Et donc, j'ai un déphasage du courant en arrière par rapport à la tension d'un angle qui va varier entre 0 et moins pi sur 2. Pour un condensateur, ça va être l'inverse, ça va être un décalage en avant d'un angle entre 0 et plus pi sur 2. Comment travailler alors les circuits électriques en courant alternatif, régime permanent? Donc je répète, c'est le courant alternatif, mais c'est seulement le régime permanent, parce qu'il est sinusoïdal. Et donc, nous allons utiliser toutes les lois qu'on a déjà développées pour les circuits résistifs, entre autres la loi d'Ohm, l'équivalent Thevenin, l'équivalent Norton, la loi des mailles, node voltage, mesh current, toutes les théories que vous avez déjà développées pour les circuits résistifs, nous allons ici les utiliser sans démonstration parce que c'est applicable pour les impédances à condition d'avoir les chiffres complexes. Donc, il faut toujours utiliser les chiffres complexes pour avoir de bons calculs. Et donc, nous pouvons voir sur un nœud un courant rentrant de 5 ampères par exemple et un courant sortant de 3 ampères et une deuxième branche avec un courant sortant de 1 ampère et que ça soit normal parce que ici, nous ne pouvons plus calculer que la somme des courants est nulle en parlant module. Il faut parler les chiffres complexes, donc les courants complexes. Donc, il faut rajouter les déphasages et avec les déphasages, ça pourra être correct. Donc, le courant rentrant va être la somme des courants sortants. Nous terminons ce chapitre avec un petit exercice d'application. Il faut retrouver l'équivalent Thevenin du circuit et puis calculer le courant, la tension VAB et le courant de court-circuit. Donc, pour retrouver l'équivalent Thevenin, il faut enlever la charge et puis il faut regarder la tension qui est entre les points A et B. Pour voir la tension, ici nous avons une source de tension qui impose les valeurs sur ces deux points-là. Donc c'est 50 volts. Et puis nous avons deux impédances, heureusement qui sont de même valeur. Et donc ici c'est un pont diviseur de tension. Et puis on a ici 25 volts. Sinon, nous pouvons toujours calculer ça avec l'équation du pont diviseur de tension. Et puis, pour l'impédance équivalente, nous allons nous retrouver aussi avec 20 ohms parallèle à 20 ohms, parce que c'est un court-circuit. Et puis, c'est 10 ohms. Et donc, nous nous retrouvons avec l'équivalent Thevenin qui est ici, 25 volts et 10 ohms. Et puis, on remplace la charge. Nous allons calculer le courant, ça va être la tension divisée par la somme des deux impédances. Mais là, il ne faut absolument pas utiliser la somme des modules des deux impédances. Il faut rajouter 10 ohms qui est une résistance pure et J10 qui est une inductance pure, une bobine pure. Et donc, je vais avoir 25 divisé par 10 plus J10 qui est 1,76 ampères avec un déphasage de moins 45 degrés. La tension VAB, lorsque la charge est en place, va être la tension de la source moins
j'ai ZI et donc moins 1,76 moins 45 degrés multiplié par 18 et donc 17,6 volts avec le déphasage de moins 44,7 degrés. Le courant de court-circuit, donc on remplace la charge par un court-circuit, je vais avoir la tension divisée par J10 et donc j'ai 2,5 ampères mais avec un déphasage de moins 90 degrés. Donc ça c'est pour les rappels, le chapitre est terminé.